Philosophie bantoue du père Tampels. 2. L'ontologie des Bantous. Premièrement, la terminologie. Avant d'aborder l'exposé de la philosophie bantoue, il nous faut justifier l'emploi des termes auxquels nous devons recourir. Cela préviendra certaines objections. Puisque nous traiterons de philosophie, il nous faudra user du vocabulaire philosophique accessible aux lecteurs européens. Comme les Bantous ont actuellement une autre philosophie que la nôtre, nous l'appellerons provisoirement philosophie magique. Nos termes ne couvriront peut-être pas complètement les concepts de la philosophie bantoue. Nos termes européens ne fourniront parfois qu'une approximation de notions et principes qui sont étrangers à notre philosophie. Même si nous avons recours à une traduction littérale du terme bantou, il nous faudrait encore l'expliquer au moyen de nos termes, puisque le lecteur ne connaît pas encore le contenu de la terminologie indigène, mais par contre, il connaît bien celui de nos termes. Force nous est donc de puiser dans notre vocabulaire, quitte à préciser chaque fois les restrictions ou extensions qu'il y a lieu d'apporter à leur signification reçue pour exprimer avec exactitude les pensées bantoues. Si pourtant notre terminologie paraissait inadéquate au lecteur, malgré cette précaution, nous l'invitons à en proposer une autre plus correcte, afin de progresser à la faveur de sa collaboration vers un résultat plus parfait et définitif. La présente étude ne prétend d'ailleurs pas être plus qu'une hypothèse, un premier essai de développement systématique d'une philosophie bantoue. Il y a lieu d'y bien distinguer deux éléments. Premièrement, l'analyse de la philosophie bantoue. Deuxièmement, l'expression occidentale par laquelle j'ai tenté de la rendre accessible aux lecteurs européens. Ainsi, même si cette expression paraissait défectueuse, il ne faudrait pas en déduire que l'objet même de cette étude, l'intelligence de l'ontologie bantoue, s'en trouverait entachée. Je prie le lecteur de bien vouloir vouer son attention au problème essentiel de l'étude des conceptions bantoues plutôt que de l'abîmer sur la question accessoire de la terminologie. 2. La méthode. Comment faire un exposé systématique de la philosophie bantoue tout en justifiant l'objectivité de cette systématisation? Il nous faut en effet développer une théorie cohérente et prouver qu'elle correspond à la pensée, à la tournure d'esprit et aux coutumes des Bantous. Tout cela n'est pas possible en une page. Nous aurons à traiter la matière graduellement et méthodiquement. Nous pourrions commencer par des rapprochements entre les langages, les comportements, les institutions et les coutumes des Bantous. Nous pourrions les analyser et en dégager les idées fondamentales. Finalement, nous pourrions construire à partir de ces éléments un système de pensée des Bantous. Telle est bien en fait la voie que j'ai suivie. C'est la voie ardue des tâtonnements et des recherches où une idée reçue doit aussitôt être rejetée, où une apparente lueur peut égarer dans les ténèbres. C'est un patient labeur qui ne permet qu'à la longue de définir des notions précises, s'emboîtant en un système logique. J'ai voulu épargner ces détours au lecteur. Au surplus, j'ai pu faire l'expérience que lorsqu'on aborde le problème par l'exposé des coutumes, vocables ou institutions déterminées, on se heurte fatalement à des contestations de détails. Les coutumes ont en effet, en plus de leur idée générale fondamentale, leur couleur locale. Les exemples cités se trouvent alors récusés par des considérations telles que « chez nous, cette coutume est différente » ou bien « chez nous, les Noirs s'expriment autrement ». Il me semble donc préférable de présenter d'abord l'hypothèse complète de la philosophie bantoue. Après cet exposé systématique de la théorie, les exemples, les applications, expressions ou comportements des Noirs qui viennent illustrer la thèse exposée trouveront leur place. Et si l'application de cette théorie de la philosophie bantoue apporte une explication suffisante des faits,
on y trouvera une preuve de la crédibilité, voire de l'exactitude de notre hypothèse. Au Congo, il y en a beaucoup qui, entre-temps, ont vérifié la théorie à la pratique et l'ont trouvée exacte dans leur région. Il est vrai que ceux qui l'ont lu d'emblée, l'exposé de la théorie, m'ont formulé aussitôt des objections, soit contre la théorie elle-même, soit contre la terminologie employée, mais toujours parce qu'ils se plaçaient au point de vue européen. En considérant ensuite les innombrables cas d'application, je les amenais généralement à admettre que la philosophie bantoue devait être quelque chose d'approchant. Quant à la terminologie usitée qui choque généralement à première vue, on me concédait en général aussi qu'il était malaisé de découvrir dans le vocabulaire philosophique des langues européennes des mots qui traduiraient mieux la pensée bantoue. Il m'a semblé que les imperfections des termes, non plus que les lacunes éventuelles de la synthèse proposée, ne devaient pas me faire différer davantage la communication du résultat de mes recherches et de mes déductions concernant la philosophie bantoue. Puisse cette publication avoir pour effet d'inciter d'autres chercheurs à poursuivre les investigations de façon à atteindre par la collaboration un résultat définitif. J'invite donc le lecteur à lire cette étude en faisant abstraction tant de sa philosophie occidentale que des préjugés qu'il pourrait avoir déjà au sujet des Bantous et des primitifs. Je lui demande de renoncer aux idées reçues et de s'appliquer à pénétrer le sens de ce qui est dit ici en évitant de laisser dériver sa pensée dans la critique de mon mode d'exposition ou du choix des termes. Je lui demande même de réserver son jugement quant à l'appréciation de la théorie et d'avoir la patience de prendre connaissance des preuves et des cas d'application qui lui seront fournis ultérieurement avant de se prononcer. Après cela, il lui sera loisible de formuler ses questions et d'attaquer tant la théorie exposée que son expression. Faisons comme les Noirs. Lorsqu'ils ont une palabre, il est de règle que celui qui plaide ne soit pas interrompu. Et même lorsqu'il arrête son débit, le juge lui demandera « As-tu fini de parler ?» et il ne donnera qu'ensuite la parole à la partie adverse.